faut juste me dire. C'est parti. Eh ben bonjour et bienvenue du coup à cette première session, ce premier Let's Talk public qui va être du coup animé par Yacine. L'idée c'est un peu de vous présenter quel est un rituel qu'on a pas mal instauré chez nous, qu'on réalise toutes les semaines, qui consiste en fait à parler de n'importe quel sujet, qui est parlé du coup porté par un rebooter. Et de voir ce sujet du coup présenté, discuté, animé et bien sûr sur lequel on peut bien échanger. Voilà, et donc pour cette première session publique côté notre Let's Talk qu'on fait toutes les semaines chez nous, chez Reboot, c'est Yacine qui va du coup inaugurer le bal et on lui souhaite bon courage et on lui dit bonne chance. Voilà. Merci beaucoup Yaniv. Alors oui, c'est une première pour nous. Nous n'avons pas l'habitude de faire ce genre de diffusion, donc il pourrait y avoir de petits accros, mais ça va être fun. Je vais m'asseoir maintenant. Pourquoi ? Parce que je vais vous présenter ma slide. Et ma slide, le sujet du jour aujourd'hui, ce sont les CI/CD pipelines. L'idée, c'est que moi, j'ai pu travailler... D'ailleurs, je vais me présenter, c'est mal poli ce que je viens de faire. L'idée, c'est que moi, j'ai travaillé en tant que développeur full stack dans une entreprise qui s'appelait Future PLC il y a quelques temps de cela, où on faisait du software industrialisé. En gros, c'est une entreprise qui héberge de nombreux sites web à fort trafic. Et l'idée, c'est d'optimiser au maximum les performances de ces sites et de les déployer en mode distribué. Et dans ce contexte-là, les CI/CD pipelines sont, très important, très stratégique. Et du coup, chez Reboot, nous avons une expertise en matière de cloud et nous voulons quelque part la partager avec vous. Alors, gros disclaimer, moi je suis un fan de Google, mais je ne sais pas tout, donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des remarques ou bien ce genre de choses. L'idée c'est qu'on discute, c'est pour ça que ça s'appelle un Let's Talk. Donc, c'est parti. Donc, première partie de cette presse, on va parler des concepts clés. Deuxième partie, on va déployer une web app très simple en mode CI/CD. Donc là, on ne va pas faire le nouveau Facebook, mais l'idée, c'est juste de montrer comment travailler en mode test-driven development avec ce qu'on appelle du code, preview, deploy. Le but étant de faire des itérations très souvent pour déployer du code grâce à des CI/CD pipelines. Donc, j'ai déjà dit CI/CD pipeline 4-5 fois, donc du coup on va expliquer ce que c'est. Les CI/CD pipelines s'inscrivent dans ce qu'on appelle le DevOps. Le DevOps c'est quoi ? C'est pas une technologie, c'est pas un outil particulier, c'est un jeu de pratique qui vise à réduire le fossé entre les développeurs et les administrateurs système. Pourquoi ? Parce qu'autrefois, dans le monde du software, il y avait les gens qui s'occupaient de déployer des choses et les gens qui s'occupaient de coder des choses, et c'était deux mondes très très étanches. Et depuis l'avènement des méthodologies agiles, il y a maintenant une porosité entre ces deux types de métiers. Pourquoi ? Parce qu'on veut déployer le plus rapidement possible des applications et on ne peut plus se permettre d'avoir des devs qui font leur truc de leur côté et des gens qui vont s'occuper de la mise en réseau qui sont complètement peu au fait des réalités et des contraintes techniques des développeurs. Et du coup, avec la méthodologie agile est née cette pratique plutôt diffuse. Il n'y a pas de manifeste du DevOps, il n'y a pas un mec qui a créé le DevOps, c'est plutôt un jeu de pratique commun. J'espère que je dis pas de conneries, Théo, parce que tu fronces les sourcils. Non, apparemment, non, ça va. Et du coup, l'objectif de cette pratique-là, c'est d'itérer et de livrer du software de qualité rapidement et souvent. Pourquoi ? Parce que plutôt que d'avoir des cycles en V, encore une fois, tout ça c'est lié à la méthodologie agile, plutôt que d'avoir des cycles en V où on attend longtemps, où on a peur de faire une mise en production tous les 3 à 6 mois, parce que d'un coup on va introduire plein de nouveaux bugs et on sait que ça va être une période tumultueuse, on va livrer quelque part des bugs, certes, mais plus rapidement, et on va les résoudre plus rapidement. Donc au final, le process est beaucoup plus smooth que si on faisait du cycle en V. Et il y a un autre intérêt, à part l'aspect bug de la production de software, il y a aussi le fait que plus on livre du software régulièrement et plus on recueille le feedback des utilisateurs. Parce que souvent on croit aller dans une certaine direction quand on conçoit un produit et puis on se rend compte que les utilisateurs ils veulent quelque chose d'autre et on s'en rend compte plus vite que si on voulait déployer son truc tous les 6 mois. Donc ça c'est la partie DevOps.
La partie CI/CD, c'est encore autre chose, c'est on va dire une conséquence de cette philosophie qu'est le DevOps. Et le CI/CD, en fait, il y a 3 acronymes, parce que CD, ça veut dire 2 trucs. CI, ça veut dire quoi? Ça veut dire Continuous Integration, ce sont des automatisations dont le but est de souvent modifier, tester et mettre à jour la branche principale d'une codebase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, développeur, je vais être sur mon éditeur de code, je vais me mettre sur une branche spécifique, et grâce à tout un jeu d'automatisation, à partir du moment où je fais une pull request dans la branche principale, mon code est automatiquement testé et en fait toute ma démarche de travail est facilitée en ce sens. Le continuous delivery. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la partie en fait déploiement par rapport à la continuous integration, là où on est vraiment dans la production du software avant qu'il soit déployé. Le continuous delivery, c'est plutôt toute automatisation qui facilite le déploiement des applications directement là où elles sont censées dans leur environnement respectif, mais après intervention humaine. Ça veut dire que tout n'est pas entièrement automatisé. Le code a été fusionné dans la branche principale, il est prêt à être déployé, mais il faut qu'en gros qu'un être humain, généralement un senior développeur, appuie sur le bouton et hop, c'est en production. Le continuous deployment, ça c'est le next step. C'est pas forcément mieux, ça dépend de ce que veulent les organisations respectives. Le continuous deployment, c'est toute automatisation qui vise à rendre les mises à jour d'une application disponibles sans aucune intervention humaine, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui appuie sur un bouton, à partir du moment où c'est fusionné dans la branche principale, c'est déployé. Et du coup, ça c'est généralement dans des grosses boîtes où on va pratiquer du trunk-based development, où l'idée c'est vraiment je veux faire plusieurs déploiements par jour, typiquement Facebook fait ça, la boîte où j'étais fait ça, et on peut rencontrer, mais y compris pour des petits projets, des itérations rapides. C'est pas vraiment en rapport avec le scale, c'est plutôt en rapport avec le taux de confiance que l'on a en ces développeurs. Est-ce qu'on peut se permettre, à partir du moment où quelque chose est sur main, avant de passer avec une phase de staging, develop, etc., est-ce qu'on peut se permettre de déployer direct? C'est une approche que personnellement j'affectionne, parce que plutôt que d'y aller de manière frileuse, autant vraiment j'ai un credo, c'est déployer des bugs rapidement pour les résoudre rapidement, c'est mieux que de les découvrir plus tard, tout simplement. Donc, on constate donc que CD, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, il y a CD versus CD. C'est mon petit jeu de mots. Bon, j'aime bien. C'est pas drôle, mais c'est fun. CD versus CD. Donc, en gros, il y en a un où il y a une mise en production automatique et l'autre où il y a une intervention humaine. Donc, continuous delivery, continuous deployment. Et donc, toute la mise en place de ce process de CI/CD se fait via ce qu'on appelle des pipelines. Les pipelines, c'est des fichiers sous un format généralement du YAML, mais on aura le temps de voir ça pendant la démo tout à l'heure. Du coup, un autre concept clé que vous avez besoin de savoir si vous faites du DevOps et du CI/CD, c'est la notion de container. Un container, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le packaging d'une application avec tout son environnement d'exécution pour que son déploiement soit le plus frictionless possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros, mettons que vous êtes en train de développer une application Node, que vous avez besoin de telle dépendance système, notamment pour envoyer des emails par exemple, et bien plutôt que de donner une liste à la Prévert au développeur qui va devoir déployer ça ou à l'administrateur système, en gros en lui disant il va falloir que tu installes ça avec telle version de Node, il faut que tu installes tel client mail avec tel fichier de configuration, etc. etc. Et bien là, tout est packagé, il n'a plus qu'à appuyer concrètement sur un bouton Run et son software va tourner dans une petite boîte étanche qui s'appelle un container et qui met à profit la virtualisation très populaire sous Linux. Donc un container, en quelques mots, c'est une unité applicative packagée et prête au déploiement. Et on le voit là dans le petit schéma, en gros on a un cycle de développement classique où dans son environnement local on va travailler sous Docker avec des containers, on va déployer ça sur GitHub et le déploiement sur GitHub va déclencher des automatisations qui vont in fine mettre l'application sur l'environnement de production que les clients pourront consulter. On peut aussi directement déployer sans passer par GitHub, c'est pour ça qu'il y a cette petite flèche ici, on peut directement déployer sur l'environnement de production. Donc un container, faut pas trop se prendre la tête, c'est une boîte étanche dans laquelle on va faire tourner tout un environnement d'exécution pour une application donnée, c'est ça. Maintenant, vous allez me dire, quelle est la différence entre un container et une VM, une machine virtuelle? Eh bien, un container, c'est un programme comme un autre.
qui est isolé des autres programmes et qui run sur le même kernel, c'est-à-dire le même noyau du operating system de votre ordinateur. Un container, il run avec ce qu'on appelle un guest OS. Si par exemple vous êtes en train de tourner un container Linux sur une machine Windows, vous êtes en train de faire tourner un guest OS qui n'a pas d'accès direct au hardware, c'est-à-dire au processeur, etc., qui utilise des ressources qui peuvent varier à l'instant T. Ça veut dire, comme tous les autres programmes, l'accès aux ressources, il n'est pas géré par l'OS du container, mais il est géré par votre OS habituel via ce qu'on appelle un container engine, c'est-à-dire le plus connu, c'est Docker. Il n'y a pas que Docker, il y a Podman, il y en a d'autres, mais Docker est vraiment le flagship parce que c'est l'un des premiers, voire le premier, il me semble, à avoir implémenté ça. Donc, un conteneur, ça ne contient que les binaires qui sont nécessaires pour exécuter l'application, alors que la VM elle va contenir tout l'OS. Genre, si je veux faire tourner un Linux sur mon Windows, je vais prendre tous les fichiers de tout l'OS complet avec un accès direct à mon hardware de ma machine pour faire tourner un Ubuntu sur un Windows. Et du coup, pour faire ça, je vais devoir provisionner des ressources à l'avance. Je vais devoir dire, ok, ma VM elle va consommer 2 Go de RAM, elle va consommer tant de cœurs, etc. Et du coup, même si ma VM n'utilise pas toutes ces ressources-là, ces ressources seront provisionnées, bloquées, et du coup, dans un environnement, on va dire, de déploiement, je vais perdre des ressources, tout simplement pour rien. Chose qui n'arriverait pas si j'utilisais un container qui est une solution plus lightweight, parce que les ressources sont utilisées à la demande. Et du coup, une VM c'est run via un hyperviseur qui va se charger de construire tout l'OS et la pile applicative qui sera exécutée par-dessus. Donc là, le petit schéma, je trouve qu'il est assez explicite. Il montre en fait tout ce que construit l'hyperviseur au moment d'exécuter une ou plusieurs machines virtuelles, alors que le Container Engine, lui, il a besoin que des binaires de l'application qui peuvent être cross OS, et du coup, il n'y a pas de problème de devoir construire tous ces fichiers et tout ce système complexe, et c'est beaucoup plus resource friendly. Et avec les factures que nous payons tous, c'est l'inflation galopante, on aime ça. Du coup, container et image. La différence, c'est quoi ? Un container, c'est un environnement d'exécution qui est isolé du système dans lequel il est exécuté. Ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais j'aime bien le répéter parce qu'il faut bien comprendre la différence avec l'image, qui en fait c'est c'est le manifeste de ce que vous allez exécuter. En gros, la container, c'est une instance d'une image, et une image, ça va être le package exécutable qui va décrire tout ce dont vous avez besoin. Et du coup, vous pouvez spinner autant de containers, vous pouvez spinner X containers par image. Donc l'image c'est le manifeste et le container c'est l'exécution de ce manifeste, une instance. Même si vous êtes en programmation orientée objet, en gros le container c'est l'instance et l'image c'est la classe, tout simplement. Du coup, les avantages des containers et des images, ils ne sont pas des moindres, notamment la reproductibilité de tout votre environnement de travail pour votre application, que ce soit en dev ou en déploiement, il n'y a plus de problème de It Works on My Machine. Il suffit que vous ayez installé Docker Desktop, et c'est pas parce que vous n'avez pas installé telle version de machin que vous allez voir votre collègue, je n'arrive pas à cloner l'application, à la faire tourner. Ça c'est fini avec Docker, parce que si vous avez bien décrit vos dépendances, tout le monde sera d'équerre sur les versions de soft, sur les versions d'OS, sur tout l'environnement système dans lequel faire tourner l'application, et ça c'est cool. Ensuite, un autre avantage des containers et des images, c'est qu'on peut versionner d'ailleurs cet environnement d'exécution. Parce que quand on écrit un Dockerfile ou un Docker Compose qui va décrire toute une stack applicative, on peut changer forcément avec les requirements d'une application qui change, et on peut historiciser tous ces changements, et ça c'est grave cool aussi. Et en même temps, un usage on va dire assez personnel que j'en fais, c'est que quand je travaille avec des applications qui sont data backed, c'est-à-dire qui ont besoin d'une base de données, j'adore reset entièrement la base de données, c'est-à-dire complètement l'exploser, tenter des requêtes, de modifier la structure de données de la manière dont je veux. Il n'y a pas de problème pour revenir en arrière, c'est très rapide, on tue le volume et on recommence. Et c'est super simple, il y a juste littéralement un bouton à appuyer. Du coup,
Là, je voulais vous donner un exemple de Dockerfile, c'est-à-dire quelque chose qui va build une image et de partir de cette image-là, on pourra spin une application. Donc là, c'est un Dockerfile en Python avec une application Flask. Donc concrètement, ça ressemble à ça, une série d'instructions exécutées de haut en bas en partant d'une image de base. En l'occurrence, là, c'est Python 3.10.6. Ensuite, on se dit dans le container, je vais me mettre dans tel dossier. Donc là, on est dans un file system Linux. Ensuite, on décide quels sont les packages qu'on va installer avec le fichier requirements. Ensuite, on copie le source code. Là, il y avait une base de données SQLite. Du coup, je crée un fichier de database dedans. On définit des variables d'environnement et on dit quelle commande on veut exécuter lorsque l'on va spin un conteneur à partir de cette image. Et du coup, sur quelques lignes, on a défini tout un environnement qu'il aurait été autrement beaucoup plus complexe de partager avec d'autres développeurs ou de partager sur différents environnements en production. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand Docker construit une image? Eh bien, il y a ce qu'on appelle un digest qui est créé pour identifier les étapes décrites dans le Dockerfile. Du coup, je vais cliquer là-dessus. Et normalement, ça m'emmène sur un exemple de, là c'est sur l'image de Nginx par exemple, eh bien, chaque opération décrite dans le Dockerfile, donc si je reviens dans la slide d'avant, chaque opération décrite dans le Dockerfile va donner lieu à un hash. Ce hash va à la fin être compilé et à la fin on va avoir un digest, c'est-à-dire quelque chose qui définit de manière unique une image. Et comme ça, ça permet aussi la traçabilité en cas de problème de sécurité. Si une image est vulnérable, eh ben on sait exactement comment reproduire un problème avec le bon digest. Et du coup, toutes ces opérations sont exécutées les unes après les autres de manière séquentielle. Elles sont cachées. Elles sont cachées dans ce qu'on appelle des layers, ce qui fait que la prochaine fois que vous allez build cette image, eh ben ça va être plus rapide et ce sera aussi plus rapide si vous la buildez par exemple dans un pipeline de CI/CD. Et ça, c'est cool. Ensuite, bah là, une fois qu'on a parlé de techniquement ce que c'est qu'un conteneur et une image, on peut parler aussi de comment orchestrer tous ces containers, c'est-à-dire toutes ces instances d'images. Ça, on peut le faire localement avec un fichier qui s'appelle le Docker Compose. Et en fait, à partir de toutes ces définitions, on peut orchestrer toute une pile applicative. Donc, logiquement, sur une application web, ça va être, par exemple, la base de données, l'application en soi, peut-être une couche de cache, etc. Et du coup, on peut même mettre un serveur. Donc, on peut vraiment orchestrer des piles applicatives assez complexes et les versionner sans trop de difficultés grâce à ces fameux et merveilleux fichiers YAML. Et c'est ça qui a produit l'essor de l'infrastructure as code, le scaling horizontal, c'est-à-dire le fait qu'on ne provisionne plus de puissance à des machines pour pouvoir répondre à une demande, mais on va juste spin plus d'instances pour répondre à une demande à un instant X, un instant T en l'occurrence. Donc Kubernetes, c'est un des exemples de ça, et c'est très populaire parce que malgré la courbe d'apprentissage qui peut piquer au début, une fois qu'on a compris le principe, c'est quand même hyper pratique. Du coup, un dernier point que je veux aborder, c'est qu'est-ce que c'est que le serverless dans les concepts clés? Le serverless, c'est le fait justement de provisionner des serveurs, des charges de travail, sans avoir à gérer la partie serveur directement. Du coup, on s'optimise du coût, parce qu'on n'achète pas de serveur, et on s'optimise du travail parce qu'on n'a pas besoin de manager directement les serveurs. Le fait d'utiliser des offres serverless, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on ne sait pas, on ne configure pas la machine sur laquelle va tourner notre service, on dit juste qu'on a besoin de ça comme dépendance. Le provider de cloud va se charger de spin up les instances de ce dont on a besoin et la scalabilité est garantie dans la mesure où si vous avez beaucoup de requêtes, il y aura beaucoup de containers qui seront créés. Généralement, ce type d'offre, c'est adapté aux entreprises qui n'ont soit pas de grosse trésorerie initiale, soit qui veulent externaliser tout ce qui est infrastructure IT, peut-être parce qu'ils n'ont pas les compétences pour gérer ça eux-mêmes, ou peut-être parce qu'ils trouvent ça plus pratique, tout simplement. Et on distingue deux modèles économiques, deux modèles on va dire antinomiques, et il y a toujours un chemin entre les deux, il y a toujours ce qu'on appelle des offres hybrides où on peut se retrouver entre les deux. Les deux chemins antinomiques, c'est quoi? C'est le CAPEX, Capital Expenditure, où là on va acheter toutes les ressources en amont dont on a besoin, les serveurs, les ressources en machine, etc. Et il y a le Operational Expenses, où là on ne fait
pas vraiment de prévision sur les ressources dont on a besoin, mais on paye à l'usage. On paye à l'usage avec une offre serverless. Donc il y a des avantages et des désavantages dans les deux. Je ne me ferai pas l'avocat de l'un ou de l'autre, mais ça peut correspondre à certains use cases. Et souvent, on va voir dans des entreprises le fait qu'on va utiliser les deux. Par exemple, on va acheter des serveurs qu'on va provisionner soi-même, manager soi-même, administrer soi-même. Et plus tard, s'il y a une période de l'année, par exemple le Noël ou le Black Friday, où on a besoin de plus de machines, eh ben on va ajouter une partie de serverless où on va pouvoir spin up plus de machines à l'instant T où on reçoit plus de trafic. Ou il y a des entreprises qui vont choisir la solution 1 ou la solution 2, sachant que par exemple si on fait du capital expenditure, je l'ai appris récemment, eh ben on va avoir par exemple des impositions dégressives en fonction de l'usure du matériel, etc. Donc il y a des considérations financières à prendre en compte. Si on fait de l'OPEX, eh ben, effectivement, il n'y a pas de prévisionnel, donc peut-être que ça change certains trucs sur le budget, etc. Moi, je ne suis pas du tout expert dans ces parties-là, mais ça a des réelles conséquences sur comment on va mener sa politique de dépenses, tout simplement. Du coup, un exemple de quelques offres serverless, eh ben, on a Cloud Run, le truc que je vais utiliser aujourd'hui, qui en fait, bon, je vais vous en parler après. Il y a Azure Cosmos DB, ça c'est juste il y en a vraiment plein. Là en fait, je voulais juste montrer avec toutes ces icônes d'offres serverless qu'il peut y avoir du serverless pour tout en fait. Du stockage, de la base de données, du service bus, des fonctions qu'on va exécuter de manière unitaire, des containers qu'on va exécuter de manière unitaire. En fait, les offres serverless se déclinent en des myriades d'options. Et du coup, c'est vraiment un domaine, on va dire, je ne sais pas si c'est en pleine expansion aujourd'hui, du moins ça l'a été, et maintenant c'est prédominant dans beaucoup de domaines de l'IT. Donc, maintenant on va passer aux travaux pratiques, à savoir qu'on va déployer une web app, mais on va quand même voir deux slides avant. Une sur les GitHub Actions, parce que c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Les GitHub Actions, c'est quoi? C'est une plateforme de CI/CD qui fonctionne par workflow. Du coup, on définit ce qu'on appelle un workflow, où on va exécuter du code arbitraire en fonction d'événements qui se produisent sur un repository Git, par exemple une pull request, un push, etc. Donc un workflow c'est constitué de jobs, c'est-à-dire toutes ces parties du code qu'on exécute, et une action en fait c'est un template qui permet de réutiliser, parce qu'on fait souvent la même chose, par exemple déployer, pusher une image Docker sur un repository, ensuite la déployer quelque part, ça c'est des choses très répétitives et du coup on a créé des templates de ces workflows là et ça s'appelle une action. Le nombre d'actions custom disponibles sur GitHub est vraiment impressionnant, d'ailleurs j'adore me promener là-dessus parce qu'on voit qu'il y a vraiment tout quoi. Il y a du Java, du .NET, on peut déployer toutes sortes des trucs que je connais même pas, Pachyderm, je sais pas ce que c'est génial. Et du coup il y a 1 milliard de trucs et il y a même des gens qui se sont commandés des pizzas en utilisant des GitHub Actions véridiques. On peut vraiment faire toutes sortes d'automatisations liées au life cycle d'un repo, tout simplement. Donc, le deuxième service qu'on va utiliser, et après on va rentrer dans VS Code, le deuxième service qu'on va utiliser, c'est Cloud Run. Qu'est-ce que c'est? C'est un service de déploiement de containers à l'unité. Donc on peut run concrètement n'importe quoi qu'on peut mettre dans un container Docker. Et le container, en fait, il reçoit une requête, enfin le service reçoit une requête HTTP, il va spin up un container qui va répondre à la requête, et ensuite ce container est détruit tout de suite après. Donc là on est vraiment dans du modèle OPEX où il se peut qu'on paye 0,01 centime d'euro par mois si on n'a pas de requête. Et du coup c'est parfait quand on veut expérimenter ou tenter des solutions parce que on peut concrètement déployer en live toutes sortes de services pour quasiment gratuit. C'est pas gratuit, parce que si vous faites le buzz, vous avez intérêt à avoir un bon plan pour monétiser, parce que vous allez avoir une facture si vous faites 1 million de requêtes. Mais pour des phases d'expérimentation et aussi pour des considérations de scalabilité, si vous avez prévu le coup, eh ben, ça peut être une offre assez sympathique. Il y a différentes, on va dire, tiers dans Cloud Run. Vous pouvez faire en sorte de spin-up un container au moment où la requête arrive et le détruire tout de suite après. Donc du coup, il y a un temps de préchauffe du container qui peut être plus ou moins variable. Alors les performances de Google sont assez impressionnantes là-dessus, mais effectivement, ça peut rajouter de la latence à la requête. Ou sinon, vous pouvez faire en sorte qu'il y ait toujours un container qui soit up, comme ça le temps de réponse est moins élevé, et votre facture par contre elle sera un peu plus élevée parce que vous avez toujours un container qui est up pour pouvoir répondre à tout moment à une requête sans temps de préchauffe. Mais
Malgré cela, ça reste une offre, je trouve, avantageuse, économiquement parlant. Donc, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Oui, Cloud Run, ça peut être utilisé pour plein de choses, notamment pour des API REST, du GraphQL, des services gRPC, des cron jobs, les use cases de Cloud Run, c'est vraiment impressionnant. En gros, on peut run n'importe quoi qui se met sous Docker, c'est-à-dire n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons construire, et là, je fais appel à mon merveilleux régisseur, Théo, qui va partager le repo de ce que nous allons faire. Alors, c'est pas hyper complexe ce qu'on va build, mais l'idée c'est que je voulais vraiment montrer une sorte de... Je coupe le PPT, oui, pardon, je coupe le PPT. Tac. Est-ce que la régie me confirme qu'on voit mon écran? Ouais, trop cool. Et du coup, dans ce repo, en fait, nous allons tout simplement build un simple endpoint, et à la fin, on voudrait qu'il se connecte à une base de données. Donc c'est même pas une CRUD app, c'est juste un endpoint d'une app express qui est déployée sur Internet. Et l'idée c'est que vraiment, j'ai divisé ça en plusieurs steps. L'idée c'est qu'on va y aller de manière incrémentale. Donc là j'ai le repo ouvert chez moi, et donc les steps ça va être ça. En quoi ça consiste? Déjà on va créer un repo à partir d'un template. Donc là je vais me mettre sur mon step, pardon. Git checkout step 0. Et du coup, le repo de base, en fait, il n'y a quasiment rien dedans. Donc c'est une app express la plus simple du monde. Je crois que c'est même pas une app express au début, ouais. C'est juste un console log. Donc c'est une app Node TypeScript avec un test qui dit que quand c'est true, ça marche. Donc c'est cool. C'est vraiment l'app la plus simpliste du monde. Et du coup, il y a juste quelques commandes npm pour tester l'app, pour la start et pour la build dans le dossier dist qui est git ignoré là. Et c'est tout. Donc là, ça c'est votre, on va dire, expérience de développement basique quand vous n'utilisez pas Docker et que vous travaillez sur NPM, sur Node comme d'habitude, quoi. Donc là, à partir de là, nous ce qu'on voudra faire, c'est de monter de manière incrémentale dans un projet qui va utiliser Docker et implémenter un CI/CD pipeline. Donc là, il n'y a rien, il n'y a pas de CI/CD pipeline, il y a juste un console log, il n'y a même pas d'app express, il n'y a rien du tout. Donc là, on va passer au step 1. Hop. Et du coup, le step 1, c'est quoi? C'est qu'on va tester notre code et on va l'exécuter localement. Donc là-dedans, on se retrouve maintenant avec quelque chose qui ressemble un peu plus à une app express. Donc là, on a un endpoint, une app qui listen. Ça, on aura besoin pour nos tests. Pourquoi? Parce qu'au final, pour pas qu'on ait de fuite mémoire, on va close le serveur après les tests. Donc là, on a vraiment le test d'un endpoint basique. On va tester la réponse, le code réponse qui est envoyé ici, le contenu de la réponse, etc., etc. Du coup, là, normalement, et c'est là qu'on va peut-être tomber dans l'effet démo, on a toujours des problèmes, j'adore les problèmes. Et du coup, là, on va faire un npm install. On va lancer notre code et normalement ça marche. Donc ça, ce sera le step 1. En gros, j'ai écrit un test pour définir un endpoint. J'ai ensuite écrit mon endpoint en mode TDD parce que je suis un mec bien. Et puis voilà. Et du coup, donc là, je fais mon npm run test. Et normalement, c'est bon. On teste pas, je suis content. Ça, c'est le step 1. C'est l'expérience, on va dire, de développement classique. C'est cool. Je n'ai pas besoin de Docker. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Je vais pas me prendre la tête. Ok. Maintenant, on aimerait bien quand même que... on va toujours pas parler de Docker et de container, mais on va quand même implémenter une dose de CI. Comment? Je vais vous montrer ça tout de suite. On va se mettre dans le step 2, pour le coup. Et le step 2, c'est d'ajouter une pincée de CI là-dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je ne vais pas me contenter de tester mon code localement, je veux le tester, on va dire, de manière automatisée et avec mon équipe dans mon cycle de développement. Donc là, vous remarquez une petite différence dans le repo, c'est qu'en fait, j'ai créé un dossier qui s'appelle .github, qui contient lui-même un dossier qui s'appelle workflows, et en fait, GitHub, la plateforme GitHub va détecter que ça existe dans mon repo et parser tous les fichiers qui sont contenus dans ce dossier workflows. Donc si on regarde un peu plus ce que contient ce dossier workflows, eh ben, on voit en fait que je fais exactement la même chose que j'ai fait tout à l'heure sur ma machine avec mon npm run test, sauf que je vais exécuter ça dans ce qu'on appelle un runner. Un runner, en gros, c'est une machine qui va être spin-up sur le cloud au moment où
l'événement X se produit, là par exemple une pull request sur la branche main, et ben, à partir du moment où il y a une pull request sur la branche main, et ben, je vais spin up le dernier Ubuntu, je vais check out mon repo, c'est-à-dire qu'en gros je vais me mettre dans le repo sur lequel je suis en train de travailler, je vais dire que je veux utiliser telle version de Node et je vais exécuter cette commande npm CI qui est légèrement différente de npm install parce que ça va installer des dépendances en mode lightweight puisque le but c'est de dépenser le moins de temps de CI possible et ensuite on va exécuter nos tests comme d'habitude. Donc on va faire la petite démo là, on va tester. On va lancer. Là j'ai dit que je faisais ça lorsque je voulais faire une pull request sur une branche main, mais là juste pour la démo, je vais dire que je vais le faire lorsque je veux push sur cette branche là et je crois qu'elle s'appelle, merci Copilot, je crois qu'elle s'appelle Step 2. Voilà. Donc là normalement si je push ce machin, et ben si je push ce machin, et ben un test sera exécuté sur GitHub Action. Donc testing CI. C'est parti. Donc là si je vais sur GitHub et que je vais dans mes actions, donc là je suis sur mon repo, je vais sur GitHub et mon action n'est pas exécutée. Oui si, elle est exécutée quand même. Donc elle est là. Et du coup, on voit que du fait que j'ai précisé à GitHub que j'aimerais bien qu'il run toute cette CI au moment où je fais un push sur cette branche-là, et ben ça va exécuter ces deux actions-là, enfin ces deux steps d'un job, pour être plus précis. Donc là, il a fait mes tests, tout est passé, et c'est cool. Et du coup, en fait, je peux implémenter un workflow où je dis que le développeur X va travailler sur telle fonctionnalité, et il va écrire ses tests, il va faire sa pull request, et si les tests ne passent pas, eh ben, on ne pourra pas merger. Il y aura, si ça c'est passe au rouge, si les tests ne sont pas OK, vous aurez un gros voyant rouge ici, et le mec qui va review le code, ou la fille qui va review le code, va dire non, c'est pas possible, les tests ne passent pas, et on peut avoir une couche de contrôle en plus sur la qualité du code de cette manière. Du coup, ça, c'est le step 2. Maintenant, on va passer au step 3. Et le step 3, ça va être un cran supérieur dans l'automatisation. Là, on va automatiser notre environnement, c'est-à-dire qu'on va carrément dockeriser toute notre application. Parce que là, pour l'instant, on n'a rien dockerisé. On se contente de spin up un runner sur le cloud, sur GitHub, pour exécuter les tests, mais il n'y a rien dans l'environnement d'exécution qui est automatisé pour l'instant. Et du coup, ça, je vais le faire maintenant. Hop, step 3. Et du coup, les différences. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Donc si je retourne dans mon... là, j'ai quand même beaucoup plus de choses à dire, à savoir qu'on a créé ce truc-là, qui s'appelle un Dockerfile. Un Dockerfile, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le manifeste à partir duquel on va construire une image, et une image, à partir de ça, on va construire des instances. Et du coup, le Dockerfile contient tout ce dont on a besoin pour décrire l'environnement sur lequel va run notre application. Donc là, on part d'une image de base qui est présente, là je vais cliquer dessus par exemple, sur Docker Hub. Et là par exemple, je prends l'image officielle de Node.js, je choisis la version que je veux. Ensuite je dis à l'intérieur du container, là je suis sous Linux, mais dans le container je suis sous Linux, je dis qu'à l'intérieur du container je vais me mettre dans ce dossier-là. Ensuite je récupère tous les packages.lock et package.json qu'il y a sur ma machine à l'intérieur, je les copie à l'intérieur du container. Donc tout ce que vous voyez à gauche, c'est les fichiers qu'il y a sur ma machine, et ce qu'il y a à droite, c'est les fichiers c'est la destination dans le container. Ensuite, je dis que j'installe tout ça à l'intérieur du container. Ensuite, je récupère tout le reste du code, j'expose un certain port et je run ma commande npm run start. Donc ça, c'est, on va dire, une manière de figer tout l'environnement d'exécution de votre application et de le partager rapidement. Plus tard, on le verra, ce sera aussi une manière de déployer notre application. Donc comment ça marche ce machin? Donc là, je me suis pris des petites notes pour pas perdre de temps. Du coup, là, si je voulais build une image de notre workshop, j'aurais juste à exécuter cette commande. Donc là, on va expliquer la commande tout de suite. Tac. Donc là, en fait, je dis, avec Docker, je veux build une image que je vais taguer, nommer workshop, je lui donne sa version et je dis que je pars du contexte du dossier courant. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué qu'ici, je copie des trucs et il faut préciser le contexte à partir duquel on va faire nos copies du fichier vers la host machine, c'est-à-dire la machine sur laquelle on travaille, vers le container. Du coup, c'est parti. Je build mon machin. Et là, on remarque ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, les fameuses layers.
Donc là, chacune des actions que j'ai définies ici produit une layer qui va être cachée plus tard, qui fait que la prochaine fois que je vais build une image, si je n'ai pas modifié une layer, ce sera plus rapide. Et du coup, là, j'ai buildé mon image. Donc si je vais sur Docker Desktop, quelle heure est-il? Ça va, on a le temps, c'est cool. Je vais sur Docker Desktop. Si je regarde dans mes images, eh ben, j'ai bien une image workshop ici qui vient d'être créée, qui n'a pas été utilisée, qui a été créée il y a moins d'une minute de ça. Bon, l'image est assez grosse, j'ai pas du tout optimisé le truc. J'ai utilisé l'image Node.js de base, etc. Mais l'idée est là. D'ailleurs, en parlant de ça, je peux vous montrer un autre fichier qui s'appelle le Docker Ignore, qui est un peu comme le Git Ignore, mais pour Docker, où on peut décider que lorsqu'on va build une image, on va exclure certains dossiers ou fichiers, notamment les node modules, qui, comme vous le savez, peuvent être assez énormes. Et du coup, là, j'ai buildé mon truc, maintenant je veux le run, et du coup, je vais vous montrer comment faire ça. Donc là, si je veux run mon web server, mon appli Express sous Docker, là je précise le port que j'expose sur la host machine à gauche. Je dis que je map en fait le port sur ma host machine avec le port que j'ai décrit dans mon application et dans mon Docker file, c'est-à-dire le 8080, et je dis quelle image je veux run, l'image que je viens de créer, à savoir le workshop 0.0.1. Donc c'est parti. Et du coup, à partir de là, si je fais ça, bah, normalement, si je vais sur mon localhost sur ma machine, eh ben, j'ai accès à mon application. Donc j'ai pas besoin d'aller sur 8080, voilà. Donc là j'ai bien mon API qui est up, c'est l'API que j'ai fait tourner via Docker. Et du coup là je vais juste arrêter mon container. On peut utiliser Docker depuis le terminal ou depuis Docker Desktop de manière interchangeable. Moi perso j'aime bien lui parce que c'est plus pratique. C'est un avis personnel. Du coup là on a dockerisé notre application, on est content. Maintenant, on veut passer à l'étape supérieure. Et l'étape supérieure, c'est quoi? C'est tout ce qu'on vient de faire, à savoir builder une image pour pouvoir la run après. Ben ça, on va avoir besoin de le faire, on va dire, pour déployer notre code. Donc, pour faire ça, il va falloir quelque part stocker cette image quelque part pour pouvoir la run plus tard et l'exposer à des utilisateurs sur Internet. Je rappelle que Cloud Run, en fait, va spin up une image définie à un moment où on reçoit une requête HTTP. Et du coup, pour ça, il doit savoir où chercher cette image-là. Et du coup, pour pouvoir savoir où chercher cette image-là, il va la chercher quelque part dans ce qu'on appelle un registry. C'est-à-dire, c'est un peu comme Docker Hub, mais version Docker, et c'est privé. Vous allez pouvoir stocker vos propres images applicatives dessus. Et du coup, c'est ce qu'on va faire dans le step 4. C'est parti. Hop. Step 4, c'est où toi? Voilà. Je suis feignant, je fais des hauts bas sur mon terminal. Allez hop. Du coup, on est sur le step 4 et là, qu'est-ce qui a changé? Bah là, on remarque que c'est surtout, il n'y a pas grand chose dans le code qui a changé, mais c'est surtout en fait dans ma partie CD. Là, j'ai créé un nouveau workflow parce que tout à l'heure, on avait juste le CI. Maintenant, on a la partie CD et la partie CD, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient en fait la partie où on va pusher notre image sur un artefact registry. Et c'est là qu'on va commencer à devoir interagir avec la Google Cloud Platform parce que après vous pouvez utiliser Azure ou AWS. Moi je parle de ce avec quoi j'ai joué le plus, à savoir la Google Cloud Platform. Du coup, de quoi on a besoin? On va parcourir ce fichier de haut en bas. Donc là, l'événement qui va déclencher en fait ce build d'une image, normalement c'est une release. Ça c'est si on est en continuous delivery. En gros, je tag mon application, je crée une release et là automatiquement tout ce qui est décrit ici va s'exécuter via notre pipeline. Là, je fais exprès de déclencher le truc au moment du push sur le step 4 juste pour faire la démo. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On donne un nom, on explique ce qu'on veut faire. Donc là, typiquement, je veux pusher mon image sur Google Cloud. En gros, je veux la rendre disponible pour pouvoir la réutiliser plus tard dans un registry privé sur Google Cloud Platform. Donc là, pareil, comme d'habitude, j'ai besoin de check out mon repo. En gros, j'ai besoin de me mettre dans mon repo. À partir de là, je vais dire que je vais me loguer à la Google Cloud Platform, au Google Artifact Registry. Donc là, je vais faire ce qu'on appelle un Docker Login Action, parce que vous savez que si je veux pusher par exemple une image sur Docker Hub ou sur AWS ou sur Azure, il y a un minimum de sécurité. Tout le monde ne peut pas pusher des images de manière arbitraire. Il faut au moins être authentifié pour le faire. Et cette phase-là, c'est la phase qui me permet de m'authentifier.
Et c'est là qu'on aborde un principe, enfin une notion dans les GitHub Actions, c'est la notion d'environnement. Là je dis que sur l'environnement live, c'est-à-dire au moment où je vais créer une release, je vais faire ça. Donc on va déjà commencer par créer cet environnement-là. Donc l'environnement, on va sur notre repo, et du coup on va dire qu'on va créer un environnement. Donc là on va dans les settings du repo, environnement, et là on crée un truc en environnement, c'est-à-dire on peut avoir du staging, du pré-prod, etc. Et du coup, là celui-là, je vais faire simple, je vais l'appeler live, et on peut setter des variables et des secrets juste pour cet environnement-là. Donc moi ce que je veux faire, c'est setter un secret pour l'environnement live, et dire que ce secret contiendra une clé JSON d'authentification avec Google. Donc à quoi ça ressemble? Parce que là je commence à parler de manière un peu complexe. Ça ressemble à ça. En gros, c'est un JSON qui va contenir des credentials chiffrés qui vont me permettre de discuter avec la Google Cloud Platform. Donc ça, je l'obtiens comment? Je l'obtiens en allant sur la Google Cloud Platform en l'occurrence. Je vais par exemple aller dans la Identity et Access Management Console. Tac. Et en fait, là-dedans, j'ai plusieurs, ce qu'on appelle des service accounts. Les service accounts, c'est quoi? C'est en gros des robots qui vont faire des choses à notre place sur la Google Cloud Platform. Et ces robots-là, ils peuvent être identifiés de plusieurs manières différentes sur le cloud. Il y a ce qu'on appelle, c'est la version la plus moderne, la plus récente, la Workload Federation. Et il y a aussi l'authentification par clé que je vais vous montrer aujourd'hui. Et en gros, chacun de ces accounts, par exemple, il y en a un que j'ai appelé Cloud Run Deployer avec le bon jeu de permission. D'ailleurs, je vais vous remontrer les jeux de permission. Là, par exemple, je me suis créé un petit robot dont le job va être de déployer des trucs sur Cloud Run et qui a juste les permissions dont il a besoin. Bon, il en a peut-être encore un peu trop, mais ça s'affine. En tout cas, il a le jeu de permission nécessaire pour déployer des trucs sur Google Cloud Run et il va pouvoir faire des choses en notre nom. Mais pour pouvoir faire en sorte qu'il soit identifié, ce robot, il faut lui filer une clé. Et cette clé-là, on peut la choper directement, on peut en créer. Et du coup, là, j'ai créé une clé et c'est en fait le JSON que vous voyez ici. Et c'est avec ce JSON-là que je vais pouvoir dire depuis GitHub, connecte-toi à la Google Cloud Platform et push l'image Docker en question. Et du coup, ça, c'est avec un secret que je vais pouvoir le faire. Effectivement, là, si je vais sur mon repo, je ne vais pas pouvoir versionner cette clé parce qu'elle contient des informations sensibles, il y a du chiffrement dedans, etc. Et du coup, je vais devoir créer un secret pour ça. Et pour créer un secret sur GitHub, c'est-à-dire une variable qu'on peut utiliser dans un CI/CD pipeline, mais qui ne sera pas versionnée même si on est sur un repo public, c'est très simple. Je vais dans mes environnements, tac, et je peux ajouter un secret. Du coup, celui-là, je vais faire en sorte qu'il s'appelle pareil que dans mon CI/CD pipeline, du coup, sinon ça ne marchera pas. Donc je l'ai appelé comme ça, Cloud Run Deployer Service Agent ou Service Account Key. Du coup, je vais juste faire un copy-paste. Ne vous inquiétez pas, je vais delete cette clé après parce que tout l'internet l'a vu. Donc vous ne pourrez pas l'utiliser. Et du coup, là, j'ai créé mon secret. Et à partir de là, je pourrais me connecter à la Google Cloud Platform depuis mon CD pipeline et je vais pouvoir pusher mon image. Il me manque une information à ajouter en secret, c'est le repository, c'est-à-dire l'endroit sur la Google Cloud Platform où je vais pouvoir déposer l'image que je vais vouloir utiliser. Et ça s'appelle sur le GCP, ça s'appelle l'Artifact Registry. Donc là, j'y vais. Et en fait, on crée ce qu'on appelle des repositories, c'est-à-dire des lieux où on va créer des divisions logiques des différentes images qu'on veut stocker pour nos applications. Donc moi, celle-ci, je vais l'appeler, comment je l'avais appelé? Je vais l'appeler Workshops, on va pas se prendre la tête. Je vais dire que je vais lui mettre une région. Alors là, je choisis la région Europe Ouest 1 pour une raison fort pratique. C'est que Europe Ouest 1 sur la Google Cloud Platform, il faut le savoir, propose du domain mapping et c'est pas toutes les régions européennes qui font ça, donc c'est pour ça que j'utilise celle-là tout le temps. Et du coup, je crée mon repository Workshops dans le Artifact Registry. Là, je prends son adresse, donc j'appuie sur le bouton Copy ici. Et à partir de là, je vais pouvoir créer ce secret parce que je n'ai pas forcément envie que tout Internet sache que mon repository pour mon application s'appelle comme ça.
je vais pouvoir créer ce secret que j'appelle GCP Artefact Repo, pour le coup. Du coup, on l'ajoute. GCP Artefact Repo. Hop. Et du coup, là, armé de mes deux secrets, je vais pouvoir run ce pipeline. Il est quelle heure? Oh, ça va, on a le temps. Cool. Maintenant, je vais pusher l'image au moment où je vais push sur Git. Pourquoi? Parce que j'ai mis ici ce petit événement qui va trigger tout le process. Alors là, maintenant, j'ai mon VS Code qui me fait chier, qui ne reconnaît pas que j'ai fait une modif. Effectivement, je n'en ai pas fait. Du coup, forcément, je vais faire un faux commit avec un espace. Wouhou! Allez! Non, ça marche pas les espaces. Cool. Donc, je vais appeler ça live et je vais juste changer le nom de mon action. Login to Gar for testing. Et là, je vais avoir un changement à committer. Come on. Ouais, cool. Et du coup, testing, pushing to the artifact registry. Hop. Donc à partir du moment où je push ça, je suis en train de faire justement la démo d'un début de continuous delivery, à savoir que pour pouvoir déployer quelque chose, il faut qu'une image soit rendue disponible sur le cloud, et c'est cette partie-là du code qui s'en occupe. Je le rappelle, ça se fait en deux étapes. On se log à la Google Cloud Platform, et à partir de là, on push l'image sur le GCP. Donc là, si je vais sur GitHub et que je vais dans mon repo, dans les actions, normalement, il y a l'action qui run, et on peut suivre ces étapes en live. Donc là, il a réussi à se connecter à la Google Cloud Platform, ce qui est cool. Et là, il est en train de build l'image dans le runner de GitHub Action et il va la pusher sur le GCP. Et là, on va arriver à la phase, est-ce que ça marche ou ça marche pas? Soit on va passer les 15 dernières minutes à débugger le truc, soit on va pouvoir passer à l'étape 5. Mais normalement, on est bon et on devrait pouvoir passer à l'étape 5. Du coup, ça prend légèrement du temps. Et encore une fois, par rapport au layer dont je vous parlais tout à l'heure, si vous pushez une image qui n'a pas beaucoup changé lors d'une prochaine release, ben, toutes ces layers-là, elles vont être cachées et ce sera beaucoup plus rapide pour le coup. Du coup, on attend qu'il ait fini de build l'image et de la pusher. Et on devrait voir arriver dans notre repository ici, ben, notre nouvelle image. Suspense, suspense. On attend. Ça va la régie? Ok, cool. Du coup, normalement, c'est fini. Du moins, je l'espère. Yay! Et du coup, là, il a fini de pusher l'image sur Google Cloud. On devrait avoir une coche verte. Donc, on est prêt à déployer notre container, puisque notre container est référencé dans la Google Cloud Platform. Il est ici, paf, il a un digest, et en fait, ça, c'est ce qu'il identifie. Et d'où ça vient? Ça n'a pas été créé tout seul, c'est parce que dans mon fichier de CD, j'ai dit que je reprenais le SHA du commit, c'est-à-dire l'identifiant du commit Git, et du coup, je vais pouvoir taguer de manière unique cette image-là, sans aucun équivoque. Pourquoi? Je préfère faire ça que de mettre des 0.0.1, etc. Pourquoi? Parce que ça me permet, s'il y a un problème, de reproduire le problème dans exactement les mêmes conditions avec le container tel que je veux utiliser. Voilà. Du coup, ça, c'était pour l'étape 4. Donc là, on commence déjà à rentrer dans du CD. On a des tests automatisés sur un pipeline. Et encore une fois, vous pourrez regarder le repo tranquillement, constater l'évolution en fait, du repo à travers les steps. C'est pour ça que je vous ai fait ces steps-là. Et maintenant, on va pouvoir passer au step 5. Et ce step 5, qu'est-ce que c'est? C'est la partie, une fois qu'on a pushé notre truc, on veut le déployer. Logique. Et du coup, pour le déployer, c'est le fichier CD qui a changé. Donc là, c'est ce qu'on vient de faire, on vient de pusher notre image sur la Google Cloud Platform. Maintenant, on va passer à une autre phase où on va utiliser le Google Cloud CLI. En fait, tous les cloud providers, ils ont des outils, des command line interface pour pouvoir interagir avec le cloud directement depuis son terminal sans forcément passer par l'interface graphique comme ici. Et à partir de là, on va utiliser la Google Cloud CLI, s'authentifier de la même manière qu'on s'est authentifié auprès de pour notre image Docker, on va s'authentifier à la Google Cloud Platform en utilisant la CLI avec notre JSON de secret qui a été mis dans le repo. Et à partir de là,
une fois qu'on s'est authentifié, qu'on va pouvoir utiliser le gcloud CLI, et ça sert à ça en fait, cette action-là. Encore une fois, une action, c'est un template de quelque chose qu'on répète souvent. Donc plutôt que de directement download la Google Cloud CLI dans mes steps de job, de workflow, eh ben, j'utilise une action préfaite. J'ai déjà la Google Cloud CLI, je lui passe en paramètre des identifiants. Et à partir de là, je vais pouvoir dire à cette CLI, vas-y, déploie mon truc sur Google Cloud Run avec une autre action GitHub. Du coup, vraiment, parfois, je me demande même si GitHub ne fait pas le café pour vous parce que tu peux vraiment tout faire. Et ça, c'est cool. Et du coup, je lui dis quel est le nom du service que je veux déployer. Là, je veux déployer un service qui s'appelle Workshop. Je lui dis récupère l'image qu'on vient de pusher dans le step précédent à cet endroit-là. Donc, je lui donne l'adresse de l'artefact repo, le nom de l'image et son commit SHA. Donc, ce que vous voyez ici. Donc là, si je copy-paste ça, et là, vous allez voir un mot de passe, c'est pour la base de données tout à l'heure. Et ne vous inquiétez pas, je vais supprimer la base de données, donc ça ne sert à rien de mettre des trucs dessus. Du coup, là, on récupère tout ça, toute cette adresse, plus le tag que vous voyez ici. Donc, à partir de là, on précise des variables d'environnement. Là, par exemple, je dis que je suis en production. On précise le port sur lequel est censé tourner le service et on précise la région sur laquelle on veut déployer notre service. Et du coup, ça, c'est le step 5. Pareil que tout à l'heure, je vais faire un commit de, comment on appelle ça, de complaisance. Et du coup, là, je vais dire deploy for the sake of testing. Et cette fois, même combat, sauf qu'on aura encore moins de temps pour débugger s'il y a un problème, parce qu'il est 13h50. Cool. Du coup, là, testing deployment. Paf. Et je push mon déploiement. Là, encore une fois, j'ai précisé que je voulais déployer sur un push sur la branche sur la step 5. Dans la vraie vie, je ne ferai pas ça. Là, c'est juste pour le test. Dans la vraie vie, je voudrais soit le faire lors d'une release, et là, on est en continuous delivery, soit je voudrais le faire lors d'un push sur main. Et là, on est en continuous deployment, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une PR a été acceptée, le code est déployé. Du coup, là, on va retourner sur GitHub et on va checker comment... Ah, ça ne fonctionne pas. Cool, notre premier bug. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai une question. Oui, vas-y. Haroui qui demande, ça va pas gêner le dernier step qui récupère l'output du step deploy? Ça ne va pas gêner le dernier step. Oui, ok, ici, là. Non, ça ne va pas gêner parce que si tu as mis des secrets là-dedans, eh ben, ils vont être automatiquement masqués par des petites étoiles. Donc ça pose pas de problème de sécurité de montrer l'output et ça permet d'avoir une visibilité sur ce qui se passe au moment où tu utilises ton action. Donc ça ne pose pas de problème. Du coup, là, effectivement, mon problème, c'est que j'ai pas le droit de mettre des espaces ici. Donc je vais essayer de créer un autre commit bidon. Bah tiens, voilà, le fait d'avoir enlevé ça, ça va me permettre de créer un commit. Hop. Et du coup, retesting deployment. En fait, là, l'ID que je mets ici, ça prend que des caractères alphanumériques, je crois. Et comme j'ai mis une longue phrase avec des espaces, ça passe pas. Et du coup, c'est pour ça que mon deployment a fail. D'ailleurs, nous avons Théo qui est à la régie aujourd'hui, mais qui peut-être nous présentera un truc. Il est fan d'observabilité, etc. Donc là, on peut monitorer des déploiements qui ratent de cette manière et déclencher aussi, peut-être réveiller un mec à 4h du mat parce qu'un déploiement a raté à ce moment-là. On peut faire ça. C'est cool. Du coup, là, si je vais dans mes actions et que je reteste mon déploiement, normalement, mon workflow est valide puisque j'ai mis un bon ID. Oui. Continue la question. Vas-y. Oui, mais si tu changes l'ID du step, est-ce que ça le retrouve quand même? Si je change l'ID du step, est-ce que ça le retrouve quand même? Oui, pour le job considéré, je pense que oui. C'est une excellente question, j'ai jamais testé ça. Mais oui, pour moi, il n'y a pas de problème à changer l'ID du step, c'est juste qu'il faut que ça respecte un certain format. C'est vrai qu'après, si tu veux retrouver tes petits au moment où tu vas regarder tes logs, etc., il faut que tu connaisses bien tes ID. Mais oui, tu peux même différencier des exécutions peut-être via leur ID. Mais c'est vrai que j'ai pas eu besoin de le faire. Donc ouais, bonne question. À voir. Je ne sais pas. Du coup là, on va attendre qu'on s'authentifie. Donc pareil que tout à l'heure, vous avez le temps de prendre un café, je pense. Et ça va déployer notre action sur Cloud Run. Maintenant, ce qui va se passer, donc là en attendant que ça le fasse, je voudrais vous montrer un truc, c'est que j'ai mis un petit comment ici, où en gros là quand je déploie de manière automatisée mon container sur Cloud Run,
je lui ai pas passé ce flag là. Ça en fait, tous ces flags, je les ai pas inventés, ils sont disponibles dans la documentation. Donc là, si je vais dans la doc de Google Cloud et que je vais sur gcloud run deploy, depuis sa CLI en fait, on a toute une série d'options pour déployer des services sur Cloud Run. Et il y a l'option allow unauthenticated. Et comme je suis bigleux, je la vois pas. Allow. Come on. Là c'est mon ordi qui fait des siennes. Pardon, je lag. On va attendre que j'arrête de laguer. Allez. Ok, super, crash qui... Non, c'est bon. Cool. Et du coup, il y a cette option-là. Ça, en fait, à quoi ça sert? Ça sert à dire, je déploie un service sur Google Cloud Run et je vais permettre au public, à Internet, donc, d'accéder à mon service. Donc, pourquoi est-ce que je ne le passe pas directement? Là, par exemple, je veux faire une public API. Pourquoi est-ce que je ne le passe pas directement dans mon CI/CD pipeline? C'est parce qu'en fait, Google, par défaut, ne va pas permettre ce comportement-là. On peut le bypasser, mais c'est considéré comme une mauvaise pratique. Parce qu'à partir du moment où vous exposez des services à l'Internet, donc des services facturables, Google part du principe qu'il vaut mieux pas laisser un robot faire ça automatiquement, notamment dans le cas où votre service account est compromis, qu'il faut qu'il y ait une action humaine derrière qui valide ça explicitement. Je veux déployer ce truc sur Internet parce que je vais être facturé pour ça. Du coup, moi, je suis plutôt d'accord et c'est pour ça que je n'ai pas passé le flag, que je n'ai pas créé de permission spécifique pour bypasser cette limitation du IAM de Google Cloud. C'est parce qu'effectivement, on ne veut pas permettre à des robots de faire des choses qui ont des conséquences, on va dire, pécuniaires trop immenses si on a fait une erreur ou si le compte a été compromis, tout simplement. Du coup, là, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est bon, notre truc a été déployé sur Google Cloud Run. Donc si j'y vais, quoique, je ne sais plus dans quel job je suis. On parlait tout à l'heure d'ID de job, oui, celui-là. Donc là, tac, 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 tac. Là, on a déployé notre service sur Cloud Run. Donc c'est cool. Donc là, on voit, tout à l'heure, il y a eu la question sur l'output qui est montré, etc. Donc là, on a tout cet output qui apparaît là. Donc ouais, là j'ai par exemple une erreur forbidden, donc il n'y a même pas de problème de sécu du coup, donc effectivement j'ai même pas pu voir l'output du truc. Pourquoi? Parce que j'ai probablement pas dans mon CI/CD pipeline utilisé la même action de login pour pouvoir faire ça, donc c'est pas grave. Mais par contre ici je vois que j'ai réussi à déployer mon truc. Pourquoi? Parce que j'ai toute la commande que j'aurais exécutée moi-même dans mon terminal. Et là, on voit que tous les secrets vont été remplacés par des petites étoiles. Ce qui fait que même si vous travaillez avec d'autres gens, ils n'ont pas besoin de connaître les secrets et de les voir dans les logs. Donc c'est cool. Donc là, si je vais sur Google Cloud, tac, et que je vais sur Cloud Run, j'ai un service qui a été déployé. Donc je suis super content, j'ai utilisé un CI/CD pipeline, mon service il est déployé. Mais si vous regardez ici, là, dans ma liste des services, eh bien ici il y a écrit Require Authentication. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ce service il a une URL, mais je ne peux pas y accéder. C'est con. Donc si j'y vais, bah ouais, il me dit mec, tu peux pas parce que le service require une authentification. Donc c'est à partir de ce moment-là que moi, administrateur de mon système ou développeur ou senior développeur qui a le droit de le faire, etc. Eh ben je vais pouvoir dire c'est bon, on peut y aller, on peut exposer ce service sur Internet et pour ça je vais run une commande. Du coup la commande je l'ai mise là pour pas me perdre. Je vais juste la prendre. Et en fait c'est quasiment la même commande que vous voyez ici dans l'action GitHub. Sauf que je vais rajouter le flag Allow Unauthenticated qui va permettre aux gens d'aller sur ce service. Du coup, c'est parti, pardon, je retourne sur mon terminal. Là, je reprends en fait l'adresse de l'image, donc je vais aller sur Google Cloud pour ça, pour pas avoir à écrire tout le truc. Tac, tac, tac. C'est un peu lent, excusez-moi. Et à partir de là, je récupère toute l'adresse de mon image, donc la dernière, celle qui a été pushée il y a 4 minutes. Paf. Et à partir de là, je lui dis que je veux lui passer les flags Allow Authenticate. C'est difficile à dire plein de fois à la suite. Vous pourrez essayer chez vous. Et du coup, je lui passe tous ces flags-là, la région, le port, et c'est parti. Là, en fait, ce qui va se passer, c'est que mon service Cloud Run, qui a par exemple déjà une variable d'environnement, je crois qu'il a un node env à production, si je ne m'abuse.
Donc là, si je vais là, il a déjà node n va production ici. Le fait en fait d'avoir run cette commande ici ne va pas écraser tout ce que j'ai fait avant. C'est ce qui s'appelle une révision, c'est-à-dire que des changements, il y aura un diff qui va être fait entre ce que je push ici et ce qui a déjà été pushé. Et la seule différence entre les deux en fait, ça va être ça, ça va être le allow unauthenticated. Donc moi, être humain, j'ai permis explicitement de déployer quelque chose sur Internet parce que c'est facturable, tout simplement. Donc ouais, il met un peu de temps à réagir au moment où on exécute la commande, mais là, ça devrait être bon. Donc là, on voit toutes les étapes du déploiement, et c'est exactement ce qui s'est passé dans la CI, sauf que là, je le fais dans mon terminal. Mais c'est vraiment... Vous aurez besoin de faire ça une seule fois au moment où vous validez le fait que vous exposez votre service à Internet. Et après, tous vos CI/CD pipelines vont fonctionner pareil et vous n'aurez plus à y penser. C'est vraiment une commande à run une seule fois. Donc là, maintenant, si je vais sur l'URL de mon service, boum, mon API est disponible sur Internet à cette adresse. Et du coup, je ne vais pas vous l'envoyer parce que sinon, je vais être facturé. Du coup, c'est juste pour la démo. Voilà. Du coup, là, j'ai déployé mon service. Et là, si je retourne dans les révisions et dans les services details, dans tous mes services Cloud Run, bah là, je vois que dans l'authentification, j'ai du allow unauthenticated et c'est cool. Ça veut dire que la dernière modif que j'ai faite a été prise en compte. La preuve, je peux aller, contrairement à tout à l'heure, sur mon service. Donc là, on voit que Google Cloud Run nous a généré une URL en HTTPS. Complètement aléatoire, hein. C'est le nommage, je ne sais pas comment ça fonctionne chez Google Cloud, donc ils nous ont généré cette URL unique pour notre service, et donc du coup ça c'est vraiment pas mal, elle est unique quelle que soit la révision, ce qui est vraiment cool aussi. Donc quelque part on a accès à un environnement de staging for free, parce qu'on a une URL en HTTPS où on peut tester des web services, etc., sans exposer un vrai nom de domaine, pour quasiment gratos. Donc ça aussi c'est quand même un avantage, je trouve ça vraiment pas mal. Et le jour où vous voulez aller en prod, bah, vous pourrez mapper un autre service prêt pour la production à un nom de domaine, et par exemple on peut le faire de cette manière, et c'est pour ça que j'ai choisi Europe West 1 par exemple. Donc là si je vais sur celui-là, je vais aller par exemple sur Domain Mapping. Tac, tac, tac. Alors, il y a un menu pour ça. Voilà, Manage Custom Domains. Là, vous cliquez sur ce bouton et vous pourrez mapper n'importe lequel de vos services à une URL, à un nom de domaine. Et du coup, vous pourrez créer deux environnements de cette manière. Un avec l'URL dégueulasse, en gros, c'est votre staging. Et un avec le vrai nom de domaine. Et ça va vous permettre de faire la différence entre les deux, tout simplement. Du coup, ça, c'est pour le step. Ah, il est 14h01. On déborde. Qu'est-ce qu'on fait à la régie? On continue? Sachant qu'il y a quand même pas mal de steps qui restent, j'étais un peu trop ambitieux là-dessus. Il nous reste la moitié du workshop. Du coup, pour la faire rapidement, la suite que j'ai prévue après, là je pense pas qu'on aura le temps de faire tout ça au même pace, au même rythme, mais c'est pas grave, parce que vous pourrez accéder au repo. Vous n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à ouvrir des issues si vous voyez qu'il y a un truc qui va pas. Là c'est vraiment un repo d'initiation à un CI/CD workflow où je teste mon code, je crée les CI/CD pipelines, ensuite je push de manière automatisée. Je voulais juste montrer ça. Donc l'application en soi ne casse pas des briques, mais c'est vraiment l'idée, c'est de prendre l'habitude de ne pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis des fichiers YAML de CI/CD pipeline, parce qu'au final ça a l'air complexe, mais ça l'est pas tant que ça. Il y a beaucoup de documentation sur internet, et une fois qu'on a compris le principe, c'est même un plaisir de les utiliser. Du coup, ce que je voulais faire après, c'est que je voulais dockeriser non pas juste l'application, mais toute la pile applicative en rajoutant une connexion à une base de données. Donc ça, je peux vous le montrer très rapidement, c'est le step 6. Allez, step 6, on était à combien, au 4 ou au 5, je sais plus, je suis perdu, on était au 4. Donc en fait, je vais vous montrer le step 5. Pardon. Et du coup, le step 5, ouais, dockeriser, non, le déploiement to Quiet Run, on l'a déjà fait. Donc effectivement, je vais passer au step 6, pardon. Et le step 6, en fait, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Et bien là, je voulais faire la démo d'un Docker Compose où, en plus de notre application, qui a été dockerisée, qui va utiliser le Dockerfile qu'on a montré tout à l'heure, on va utiliser une base de données Postgres et on va pouvoir run tout ça et se connecter avec. Ensuite, je voulais faire quoi dans le step 7? Mais ça, on pourra en parler une prochaine fois, vous pourrez regarder directement le repo. Dans le step 7, je provisionnais une database en ligne. Alors, je n'ai pas d'action chez eux, mais j'adore ce service. Et il s'appelle Supabase. Et en gros, là, vous avez une base de données PostgreSQL gratos.
tout simplement. 512 mégas. Vous en avez 2 gratuits, donc ça fait 1 giga de base de données PostgreSQL gratos. Si vous stockez que du texte, franchement, il y a de quoi faire. Et en plus, il y a 4 produits sur Supabase, il me semble. Encore une fois, vraiment, c'est pas du placement de produits, moi, mais j'adore ce qu'ils font parce que c'est gratuit. Il y a bien sûr, il y a une offre payante, mais à la limite, vous n'en avez pas besoin. Et en fait, ils proposent 4 services, la database, l'authentification à la Firebase, du stockage et des Edge Functions. Franchement, c'est vraiment cool. J'ai découvert ça il n'y a pas trop longtemps, c'est pour ça que je suis tellement enthousiaste à leur sujet. Donc moi ce que je voulais vous montrer, c'était créer, provisionner une database Supabase, se connecter à cette database, ça c'était le step 8 en local. Donc en gros, vous parlez de variables d'environnement. Donc là, par exemple, j'ai dans les variables d'environnement que je passe à mon service Docker Node.js, je lui passe les différents credentials de ma Postgres database, etc. Et tout à la fin, je voulais, une fois qu'on s'est connecté à la DB en remote locally et qu'on l'a provisionné, etc., je voulais vous montrer des tests d'intégration dans un GitHub Action. Et du coup, ces tests d'intégration, en gros, plutôt que de run les tests directement avec npm CI et npm run test, je voulais les run sous Docker. Donc là, il me semble que oui, c'est le step 10. Je vais vous montrer ça rapidement parce que je trouve ça super intéressant. Et du coup, les tests d'intégration sous Docker, en quoi ça consiste? Donc là, on avait vu la différence tout à l'heure. On va faire quoi? On va comparer avec ce qu'il y a sur le repo. Ce sera plus simple. Hop! Genre là, sous Docker, si je me mets sur le step, le step 3, on s'en fout, que je regarde ce que je fais dans mes workflows au niveau de la CI, là je run npm CI, npm run test, mais si je voulais run ces tests d'intégration, c'est-à-dire qu'ils utilisent d'autres services externes, notamment une base de données, en utilisant la même pile applicative que celle que j'utilise localement, j'ai juste à faire un Docker Compose Up dans mes GitHub Actions et run depuis mon service dockerisé les mêmes tests. Et du coup, dans le step 10, en fait, je voulais montrer qu'on pouvait décupler sa capacité de test de tout un système en utilisant des Docker Compose dans une CI. Et ça, c'est vraiment cool. Et par exemple, à quoi ça ressemble les tests que j'avais faits? Typiquement, je testais que un endpoint d'un statut vers un service de database renvoyait bien une 200. Et le code, ça ressemble à ça. Désolé, je vais un peu vite là-dessus, mais encore une fois, vous avez accès au repo. N'hésitez pas à me laisser des comments et comparer les différents steps pour voir comment le process a évolué. Donc en gros, là, je faisais juste une requête bidon à la base de données pour voir en fait que je pouvais me connecter à cette base de données en utilisant un PG client. Donc voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire et franchement je pensais pas que j'allais faire juste le step 5 en 1 heure, je pensais que j'allais arriver au step 10 assez rapidement, mais en fait c'est relativement complexe mais c'est simple à la fois. N'hésitez pas à me laisser vos feedbacks en live ou en différé. Encore une fois, moi je ne suis pas monsieur Google Cloud, je ne suis pas un expert certifié, etc. Mais c'est juste que ces technologies m'enthousiasment et j'espère qu'elles vous enthousiasment aussi. Et voilà, c'était notre premier Let's Talk, c'était sympa. Et je vous dis à très bientôt. Oui. Sauf si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Questions? J'attends que les régisseurs me disent si j'ai des questions. Cool. Oh, merci, j'ai des compliments, trop cool. Alors Théo? Cool. Pour l'instant, c'est du merci. Merci à vous d'avoir assisté à l'event et à très bientôt du coup. Et là je crois que Théo, tu peux mettre l'écran de à bientôt. Bye bye.